Bien, donc je vais parler dans un micro, mais vous m'entendez pas plus parce que c'est juste pour la caméra. Je vais essayer d'être bref parce que c'est pas le centre d'intérêt, c'est plutôt Monsieur Lehoucq, la conférence et l'intérêt que vous allez pouvoir porter à tout ça. Mais je voulais vous passer quelques petits messages. Tout d'abord, les félicitations vraiment très sincères de Madame le recteur parce que vous, élèves, on vous remercie de ce que vous faites dans l'établissement, notamment parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres projets, mais dans le cadre des sciences et de la technologie. On a pu voir ce matin tous ensemble des projets incroyables, et c'est très sincère quand je le dis, incroyables dans la qualité, dans la complexité que vous abordez avec les problèmes que vous regardez, hein, dans la diversité des problèmes que vous abordez dans vos projets. On est passé sur la mer avec les bateaux, dans les airs avec les avions, au-delà de l'atmosphère avec les engins spatiaux dont on va regarder un petit peu tout à l'heure cette conférence, et puis les habitations, les voitures, enfin des projets incroyables, vraiment très scientifiques. Et en tant qu'inspecteur de sciences et délégué à la formation, à la promotion des sciences et de la technologie, moi je suis heureux de voir des élèves qui abordent les sciences et la technologie dans cet esprit. Faire des sciences, c'est d'abord être curieux, c'est d'avoir de l'audace, c'est-à-dire d'essayer d'aller dans des chemins qui n'existent pas déjà, parce que d'une certaine façon, ça a déjà été exploré. Donc il y a un petit côté explorateur. Ce sont des élèves qui osent essayer, qui osent se tromper, parce que quand on fait des sciences, on se trompe régulièrement et on apprend de ses erreurs. Donc se tromper en sciences, c'est normal. Si vous ne trompez pas en sciences, c'est que vous ne faites pas des sciences d'une certaine façon. Le tout, c'est après de tirer profit de ces erreurs pour construire d'autres modèles. Donc vraiment, à toutes et à tous, je vous félicite très sincèrement pour tous ces très beaux projets, pour cet investissement que vous avez au sein de votre établissement pour les sciences. C'est un très beau modèle. Je voulais remercier aussi, bien sûr, les professeurs et toute l'équipe du Collège Madame de Séville et Madame Ferré, parce que il y a une vraie équipe ici pour dynamiser tous ces projets. Donc vous avez de la chance, vous élèves, d'avoir toute cette équipe autour de vous, et nous on a de la chance de vous avoir, vous élèves, pour de tels projets. Après, bah voilà, maintenant je vais arrêter là parce que ce qui est important, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc merci beaucoup à Monsieur Roland Lehoucq qui vient de Paris, hein, qui fait un déplacement, et je le remercie vraiment, là encore très sincèrement, de venir chez nous pour nous faire nous passionner par la science. Et l'entrée est intéressante parce qu'on va rentrer par la science-fiction. Alors, Monsieur Roland Lehoucq, il faut quand même le savoir, dans son vrai métier, si j'ose dire, si je peux dire ça comme ça, c'est un astrophysicien, un chercheur de renom, hein, vraiment. Vous regarderez sur Google, vous verrez un petit peu tout ce que Monsieur Lehoucq a fait. Mais ce qui est intéressant pour vous aussi, élèves, c'est de se dire qu'on peut être un très grand chercheur, avoir fait et faire encore beaucoup de choses pour faire avancer la recherche, puis à un moment donné, se poser des questions dans des domaines qu'on n'attend pas toujours, c'est se dire, ben, finalement, dans les films que l'on peut voir de science-fiction, est-ce que ce qu'il y a comme part de science a du sens? Est-ce que c'est vrai? Pas vrai? Pourquoi? Donc c'est encore apprendre à se poser des questions, essayer d'y répondre. Et je remercie vraiment Monsieur Roland Lehoucq d'être présent aujourd'hui, de nous avoir fait cet honneur, parce que c'est vraiment un honneur. Et n'hésitez pas, je crois que vous allez le dire Monsieur Lehoucq, oui, mais n'hésitez pas à interagir, parce que ce qu'on a envie, c'est que vous compreniez, que vous posiez des questions et que vous continuez à le faire, bien évidemment. Donc vraiment, merci pour votre venue et puis pour la très belle conférence que vous allez réaliser maintenant. Sûrement très belle, on va voir. Si, je vous connais un peu, je sais qu'elle sera magnifique. Bon. Monsieur Dolé voulait faire une expérience, vous voulez faire la... Bon, j'y vais direct alors. Alors d'abord, merci de m'avoir invité pour venir ici parler de science devant un public attentif, et j'ai vu vos productions ce matin, je suis sidéré de la qualité de vos productions, je le dis franchement encore une fois. C'est vraiment un très beau travail qui a été fait par vous-même, avec vos professeurs, avec toute l'équipe du collège. J'ai rarement l'occasion, je fais beaucoup d'interventions dans l'année, j'en fais à peu près 60 conférences comme ça pour du grand public, disons, mais ça concerne en particulier des collégiens, des lycéens, des universitaires ou des classes prépa scientifiques, où vous irez peut-être un jour. Et je vois rarement des élèves aussi impliqués, aussi, qui ont produit d'aussi belles choses. Donc je me joins tout à fait aux félicitations pour vous-même, en tant qu'étudiant ou futur étudiant, et pour vos professeurs qui ont travaillé avec vous pour faire toutes ces belles choses. Alors,
comme je le disais, je fais beaucoup d'interventions de, disons, diffusion des connaissances scientifiques. Moi, je ne suis pas enseignant au sens comme vos professeurs. Moi, j'enseigne la physique, mais pas en collège, pas en lycée. J'enseigne la physique à un niveau que vous atteindrez certainement un jour, je vous souhaite de l'atteindre un jour, qui se trouve être après les classes préparatoires des grandes écoles scientifiques. J'enseigne à l'école polytechnique, j'enseigne à l'école centrale de Paris. Et là, si vous atteignez ce niveau-là, c'est que vous aurez, et vous visiez la physique. Il y a bien d'autres niveaux, bien d'autres choses à faire dans la vie que des sciences, mais il y a des sciences en particulier. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de réussir, si vous voulez faire des sciences, dans cette voie-là, qui est la voie d'excellence des grandes écoles françaises, et puis de l'université aussi, licence, maîtrise. Si vous voulez faire des sciences jusqu'au bout du bout en France, c'est Bac+8. Voilà, c'est le doctorat de physique. Donc 8 ans après le bac. Là, vous êtes certains en 6e. Alors le bac, c'est déjà dans quelques années. 8 ans après le bac, ça rajoute encore. Vous aurez 2 fois votre âge, plus que 2 fois votre âge. Ceux qui ont, en 6e, on a quel âge? 11 ans. Ben, vous aurez largement plus que 22 ans quand vous aurez fini vos études. Et ceux qui sont en 3e, il y a encore tout le terminal, enfin, le lycée, et puis etc. Alors parler des sciences avec la science-fiction, c'est mon dada, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de science-fiction. Des bandes dessinées, vu des films de science-fiction aussi, bien sûr. Alors j'utilise plus volontiers les films de science-fiction parce que c'est, je pense, que vous connaissez le mieux. Est-ce qu'il y en a qui lisent de la science-fiction littéraire, si j'ose dire, des romans de science-fiction là? Oui, il y en a un, je donne, voilà, un. Même pas, 0, alors. C'est pas bien, il faut lire. D'ailleurs, vos parents vous le disent, vos professeurs vous le disent. Il ne faut pas lire que sur Internet. Lisez des vrais livres aussi, ça marche bien, c'est sympa. Donc j'utilise le cinéma parce que, par exemple, qui n'a pas vu Star Wars dans la salle? Je compte pas les vieux, je parle juste des jeunes. Ah, il y a des jeunes qui n'ont pas vu Star Wars? Tout ça? Je ne parle pas qui a vu Star Wars, attention. Qui n'a pas vu Star Wars? Alors il y en a toujours quelques-uns, ce n'est pas grave si tu n'as pas vu Star Wars, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire. Merci. Il n'y a pas besoin de connaître Star Wars pour suivre ce que je vais raconter. Mais les publics, disons jeunes, entre votre âge et 25 ans, 30 ans, disons 25 ans, les jeunes adultes, en général, ils ont presque tous vu ces films-là. Star Wars, les séries de science-fiction, les anciennes séries comme Star Trek, mais même les films de Star Trek, qui ont pu voir aussi, quoi d'autre comme film de science-fiction? Spider-Man, les films de super-héros par exemple, Avatar. Vous avez vu Avatar? Oui. Ah, voilà. On parlera un peu d'Avatar. Vous avez vu Avatar? C'est plus de votre génération, ça c'est plus récent. Etc. Donc tous ces films-là, quand on les voit, il y a énormément de choses qui relèvent de la science, et des sciences en général, de la physique bien sûr, aussi de la chimie, aussi de la biologie, des sciences de la vie et de la terre comme on dit, de la biologie, et des mathématiques aussi parfois. Moi qui suis physicien, j'ai plutôt tendance à prendre des exemples qui parleraient de physique, mais je vous ferai un peu tout à l'heure de biologie, je pense, si on arrive jusqu'à Avatar, parce qu'il faut vous dire que là je vous ai fait un petit truc spécial pour vous. Je vais raconter des choses sur plusieurs supports, plusieurs films, mais si vous me demandez que Star Wars, je peux parler 5 heures et faire de la physique avec que Star Wars. Si vous dites non, c'est pas Star Wars, c'est plutôt Avatar, je pense qu'Avatar, je peux faire facilement 3 heures. Si vous me dites non, Avatar, on préférait les super-héros, la super-héros, je sais pas, 5 ou 6 heures. On peut, voilà, il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de réflexions à mener, et il y a énormément de choses et de réflexions à mener sur ces films. Alors, elles ne sont pas toutes de votre niveau de collégien, il y a des choses qui peuvent faire appel à des notions que vous ne connaissez pas encore, qui sont un peu, disons, difficiles, en tout cas, ignorées de vous, c'est normal, vous êtes encore jeune, vous êtes encore qu'au collège, mais si on élargit à tous les niveaux possibles, à tous les niveaux de physique possibles, je peux parler des heures et des heures sur tous ces films-là. Donc oui, je vous ai fait un petit mélange en essayant de viser des choses qui sont, à mon sens, compréhensibles avec vos connaissances de collégiens. Donc j'ai fait une sorte d'extraction de ce qui me paraît compréhensible pour des collégiens et qui vous montrera, je l'espère, comment un cerveau scientifique s'empare d'un problème, d'une question et essaie de la résoudre avec son cerveau scientifique. Alors il y a des questions qui ne relèvent pas de la science. Plus exactement, où la science, la physique, la chimie, la biologie ne peuvent rien dire parce qu'elles n'ont pas les moyens. Peut-être elles diront une chose, par exemple, un exemple de ça, pourquoi tombe-t-on amoureux? Ou pourquoi cette œuvre d'art je la trouve belle et celle-ci je la trouve pas belle? Voilà des choses auxquelles la science pour l'instant ne peut pas répondre, peut-être qu'elle ne pourra jamais y répondre. En revanche, la science peut répondre à des tas de questions sur comment est-ce qu'on fait des éclairs. Pourquoi là, cette petite bulle, vous la connaissez, cette boule à plasma, c'est un spectacle toujours aussi fascinant. On sait fabriquer ça, ça n'a pas été fabriqué au hasard. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est beau, il faut reconnaître que ça bouge, il y a des petites couleurs, c'est sympa. Et derrière ça, il y a énormément de physique. Il a fallu
peut-être des centaines d'années, l'équivalent de centaines d'années de travaux en physique qui intégrés ensemble ont permis de construire ce genre d'objet et maintenant même de comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a des choses dont la science peut parler, il y a des choses dont la science ne peut pas parler. Et ce qui fait qu'on fait les sciences, ce n'est pas le sujet qu'on choisit, c'est la façon dont on aborde la question. D'accord ? Il y a des choses qui relèvent de la science, il y a des choses qui n'en relèvent pas, plus exactement où la science ne peut rien dire, par exemple pourquoi on tombe amoureux. Il y a des choses sur lesquelles la science peut dire, comment se forment les éclairs par exemple, mais ce n'est pas le sujet qui va savoir, qui va fixer si c'est une démarche scientifique, c'est, je viens de le dire, la démarche, la façon qu'on a d'aborder le problème, de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et donc c'est ce qu'on va faire là, je vais utiliser de la science-fiction, qui donc n'est pas de la science, les gens qui font ces films-là, ce n'est pas des documentaires scientifiques qu'ils produisent évidemment, ils se foutent bien de savoir si la science qu'ils montrent dedans est juste ou pas. En général, je vous rassure, c'est faux, presque tout le temps. Donc c'est pas le but de dire « ah ça c'est bien, ça c'est pas bien », c'est à peu près tout le temps mauvais du point de vue de la science. Mais on peut se questionner sur ce que l'on voit et essayer de se questionner comme un scientifique. Pour essayer, on le fera une ou deux reprises, d'avoir des informations sur le film qui ne sont pas données dans le film. Des informations sur le monde du film qui ne sont pas données dans le film. On va voir, on en verra un exemple ou deux tout à l'heure. D'ailleurs, il n'y a personne, il n'y a aucun personnage qui vous donne la réponse à votre question. Il faut que vous construisiez le cheminement intellectuel pour la réponse. Alors l'exemple, c'est celui-ci. Un premier exemple, c'est celui-ci sur Star Wars. Alors ceux qui n'ont pas vu Star Wars, le résumé rapide, c'est qu'il y a les bons et les méchants, et à la fin, c'est les bons qui gagnent. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour mon affaire. Lui, c'est un méchant. À quoi on voit que c'est un méchant ? Il est sombre, il a des petits yeux méchants. Ceux qui ont des petits yeux méchants, ils sont méchants. Ceux qui ont des grands yeux bleus, ils sont gentils. C'est assez idiot. C'est assez idiot, mais vous remarquez que dans les films, il y avait toute une discussion à faire sur ça, vous pourriez vous amuser à faire ça, c'est plus tout à fait de la science, mais c'est se questionner sur ce que nous montrent les films. Mais les films, les images de publicité, les films de télévision, etc. Quelle gueule ont les gentils, quelle gueule ont les méchants? Et vous remarquerez que les gentils, ils ont blond aux yeux bleus, et les méchants, ils ont des petits yeux noirs. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est souvent comme ça. Et vous avez peut-être vu le film E.T. l'extraterrestre. Qui l'a vu le film E.T. l'extraterrestre? Voilà. E.T. l'extraterrestre, est-ce qu'il est? Bon, c'est un classique. C'est bon. Dans E.T. l'extraterrestre, il a une tête assez bizarre, on va dire. L'extraterrestre, il a une tête bizarre. Vous avez remarqué la couleur de ses yeux? Il a des grands yeux bleus. Et quand il se déguise, dans le film, il se déguise pour passer un peu inaperçu. Qu'est-ce qu'il met pour se déguiser? Il met une petite chemise, quelque chose qui va masquer son corps. Et quoi? Qu'est-ce qu'il met sur sa tête? Des cheveux. Des cheveux, oui, c'est-à-dire une perruque. Et comment elle est cette perruque? Blonde. D'accord? Donc ça, c'est un autre problème qui concerne plutôt la façon dont on représente. Alors ça peut être le genre, ça peut être l'aspect physique, etc. Donc analyser les films, et plus généralement tout ce qui se passe autour de vous, ça peut se faire par votre cerveau, il n'y a pas besoin d'être scientifique. Il y a des choses dont la science peut parler, la représentation des gens dans les films par exemple, des personnages dans les films, ça peut relever d'une discipline qu'on appelle la sociologie par exemple, ou l'anthropologie. Moi je suis plutôt de la physique, donc on va plutôt faire de la physique. Alors lui c'est le méchant, il est en train là, on ne le voit pas, il y a un gentil qui s'appelle Luke Skywalker, il est en train de l'électriser, c'est-à-dire de lui envoyer du courant électrique, des éclairs qu'on voit ici. Et pour ça, il utilise un pouvoir que possèdent des personnages particuliers dans Star Wars, ça s'appelle les Jedi, un pouvoir qui s'appelle la Force, avec un grand F. Et la question de savoir, c'est qu'est-ce que ça pourrait être cette force? Est-ce que ça pourrait exister en réalité? Alors la réponse, évidemment non, mais ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement la réponse, c'est tout ce que ça peut évoquer pour un physicien, cette mystérieuse force. Alors, quand on regarde ça, la mystérieuse force, elle évoque quoi? Pour vous, ça évoque quoi? La mort. Hein? La mort. La mort, alors je parle maintenant, parfait, ça peut être une réponse acceptable en général, mais là on essaie de faire en physique, donc il faut trouver une réponse qui soit rattachée d'une façon ou d'une autre à la physique. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme autre phénomène que vous auriez pu voir? Ce que vous voyez là, quand l'empereur est en train d'électriser Skywalker, ça... C'est un arc électrique? Un arc électrique, un éclair. On a l'impression qu'il est en train, c'est même plus qu'une impression, il est en train de créer des éclairs. D'accord? Et dans cette image-là, l'empereur, on ne sait pas comment il fait avec la force, mais il est en train d'utiliser la force pour créer des éclairs, exactement comme dans cette boule, il y a quelque chose qui n'est pas la force, qui est une machine à l'intérieur qui va créer ce qu'on appelle une différence de potentiel entre la partie
qui est rosâtre au centre, la petite sphère rosâtre au centre, et puis la sphère qui est autour. Là, il y a combien? Il y a quelques dizaines de milliers de volts, à peu près, mettons 10 000 volts, je ne sais pas exactement, vous savez, monsieur Dolé, exactement là-bas, 10 000 volts, je dirais. Il y a 10 000 volts entre la petite sphère centrale et la grosse sphère extérieure. Et quand on a 10 000 volts, on fait des éclairs qui font cette taille-là. Alors une question qu'on peut se poser, à laquelle vous ne savez pas répondre vous, avec vos connaissances, mais une question que je pose à mes étudiants, plus avancés en physique, je leur demande quelle est la différence de potentiel entre l'empereur et le sol. Il y a du courant électrique, là, les petites choses violettes, là, c'est du courant électrique qui passe de l'électrode centrale, de la sphère centrale, à l'électrode sur la sphère de verre qui est autour. Et là, il y a 10 000 volts. Et moi, alors eux, ils ne voient pas ça, mais je leur dis maintenant, il y a combien de volts entre l'empereur et le sol? Voilà, c'est une question. Alors vous, c'est pas grave, ne répondez pas, n'essayez pas de répondre, disons, au hasard. On peut élaborer un raisonnement. Je dis pas au hasard, parce qu'en physique, on peut essayer de répondre à certaines questions, mais en général, ce qui est intéressant, c'est pas la réponse qu'on apporte aussi, c'est le raisonnement qui vient appuyer la réponse. Ce raisonnement, vous ne pouvez pas l'élaborer. Donc je ne vous demande pas de réponse, parce que vous ne pouvez pas l'élaborer. Mais la réponse, je vous la donne, 10 millions de volts. 10 millions de volts. Et comment on peut trouver ça? Je vous donne quand même des éléments du raisonnement. Qu'est-ce qu'a fait l'empereur ici, en utilisant la force? Alors comment il a fait, je ne sais pas. Il a rendu l'air un conducteur. D'habitude, l'air est un isolant électrique. L'air ne laisse pas passer le courant électrique. Et là, il a rendu l'air conducteur. Et pour rendre l'air conducteur, il faut appliquer un champ électrique suffisamment intense qui se calcule, qui se mesure, que vous ne connaissez pas. Et si vous connaissez la longueur des éclairs et ce champ électrique assez intense qu'il faut pour rendre l'air conducteur, en multipliant les deux, vous obtenez la différence de potentiel, le nombre de volts qu'il y a entre l'empereur et le sol. Alors, il y a un petit raisonnement de physique très simple qui invoque une multiplication et comprendre la physique des éclairs, cette discipline de l'électricité ou de l'électrostatique que vous apprendrez plus tard, probablement en première ou en terminale scientifique. Donc là, il y a 10 millions de volts. Cette situation-là, on peut la reproduire très facilement dans la vraie vie. Très facilement dans la vraie vie. Si vous allez à Paris, à moins que vous êtes déjà allé, et si vous êtes à Paris et que vous allez au Palais des Découvertes, peut se produire celle-ci, jeune homme. Une tour Tesla? C'est Une tour Tesla? C'est pas une tour Tesla. Ça, c'est un support métallique qui est branché à un générateur de tension qui est à 300 000 volts. La jeune fille qui est là, alors pourquoi on met une jeune fille dessus? Parce qu'il y a un des effets manifestes et que ses cheveux se soulèvent. Moi, par exemple, jamais j'ai pu monter là-dessus. Jamais. Ça, on voit rien. Je suis là. Alors qu'une jeune fille qui a des longs cheveux, cette jeune fille se retrouve, parce qu'elle est en contact avec le conducteur, le métal qui est là, elle se retrouve chargée électriquement. Il y a des charges électriques sur son corps, sur son cheveu, sur ses cheveux. Et ces charges électriques vont se repousser entre elles et donc vont repousser les cheveux qui d'habitude ne sont pas chargés électriquement et qui, pour les garçons, restent comme ils sont quand ils en ont. Et puis pour les filles, pendouillent tranquillement. À moins qu'on fasse un gros machin, là, des fois. D'accord. Donc là, les cheveux s'écartent parce qu'ils se repoussent les uns les autres à cause de la charge électrique qu'ils ont. La jeune fille tient dans sa main un bâton pointu, une sorte de baguette métallique pointue. Et en face d'elle, on ne voit pas bien, là, il y a un médiateur scientifique du Palais de la Découverte qui tient dans sa main lui aussi un bâton métallique pointu. Et quand il les approche, et quand ils sont assez proches, eh bien, c'est suffisamment proche pour que 300 000 volts créent un éclair dans l'air, rendent de l'air conducteur, avec pour conséquence que ça crée... Alors là, on ne voit pas un seul éclair, on en voit en fait plusieurs. Le temps de pause de l'appareil photo a été de quelques centièmes de seconde et a vu plusieurs éclairs qui se sont superposés. Et on voit cette espèce de faisceau lumineux qui sont 3 ou 4 ou 5 éclairs qui se superposent. Et donc on peut le faire en vrai avec un vrai humain qui n'est pas mort, alors que pourtant elle est à 300 000 volts, un autre vrai humain qui n'est pas mort non plus, alors qu'il tient un bâton à travers lequel passe de l'électricité. Donc ça se fait pas chez soi, hein, on est d'accord. Donc 300 000 volts, vous ne l'aurez pas chez vous. Donc il y a une condition très importante à faire là, il y a une condition très importante à faire pour que la jeune fille ne soit pas électrocutée. Il faut quoi comme condition? Est-ce que vous pourriez imaginer la condition importante pour que la jeune fille ne soit pas électrocutée? Autrement dit, pour que l'électricité préfère passer à travers le bâton métallique, puis l'air, puis l'autre bâton, plutôt que directement à travers elle. Avec ses semelles, non? Alors, elle est là, elle est en chaussette. Là, je vois sur l'image, elle est en chaussette sur le conducteur métallique. Mais, vas-y, tu as un argument là. Si on a des semelles en caoutchouc, comme le caoutchouc c'est isolant. Voilà. Alors, elle n'a pas de semelle en caoutchouc. Le bâton. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle est posée sur le métal,
Et le métal, il est posé sur quoi? Caoutchouc. Il est où le caoutchouc? C'est en bas les pieds, non? Les piliers qui sont pas en caoutchouc, sinon c'est des piliers qui sont, je sais pas quoi, en bois, en plastique, en je sais pas quoi, pas en métal. Ils sont, et c'est le mot clé que tu as prononcé, ils sont en matériaux isolants. Et même un matériau très isolant. Ce qui fait que le courant électrique, il passe pas par ici, mais il peut passer par là, parce que l'air est un isolant, mais finalement, cette longueur d'air-là, c'est un moins bon isolant que cette longueur de pilier. D'accord? Et donc le courant électrique va passer là où c'est le plus facile, en l'occurrence dans l'air. Donc la jeune fille, le mot-clé c'est isolant. La jeune fille, elle est isolée du sol par ces piliers-là, qui sont suffisamment épais, suffisamment hauts, et puis suffisamment isolants pour être plus isolants que à peu près 30, peut-être 30 cm d'air. D'accord? Alors maintenant, quand on regarde l'empereur, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur l'empereur? L'empereur, il utilise la force, on ne sait pas comment, comme s'il était branché à un générateur de 10 millions de volts. C'est pas 300 000 comme la jeune fille, c'est 10 millions. Qu'est-ce qu'il a l'empereur? Qu'est-ce qu'on peut déduire sur l'empereur? Et c'est là où on commence à faire un raisonnement scientifique. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais on va imaginer que c'est là pour comprendre ce qui se passe. Et là, jeune homme, tu avais déjà les éléments de réponse, cette fois-ci, pour l'empereur. Lui, il n'est pas au palais des découvertes sur son support. Il est posé par terre. Il est posé par terre, l'empereur. Lui, il marche, hein, il se déplace, il vient là, il se déplace, l'empereur. Il a la même chose que la fille. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Parce que lui, il se déplace. Donc la jeune fille, elle avait un pilier qui était fixe. Il a quelque chose qui est équivalent au pilier isolant. Il a, comme tu le proposais tout à l'heure, des semelles en caoutchouc, par exemple. Ou en je sais pas quoi, il a peut-être des semelles en bois. Peut-être en marbre. Bon, peu probable les semelles en marbre, enfin, ou en verre. Il a des semelles sous ses chaussures qui sont suffisamment isolantes et qui sont plus isolantes que... Alors, combien il y a de longueur d'éclair là? Combien vous estimez la longueur d'éclair? Et surtout, comment vous estimez la longueur d'éclair? La valeur, à la limite, je m'en fous. Mais comment vous estimez la longueur de l'éclair? Combien vous diriez? Comment tu estimes 1,50 m? Un toit plus un, je sais pas. Alors pourquoi c'est pas 1,50 m? Jeune fille, alors, donc jeune homme, toi tu proposes 1,50 m. Et tu sais pas pourquoi. Enfin tu te dis, voilà, parce que je trouve que c'est 1,50 m. Et vous, jeune fille, vous dites non, 1,50 m, j'y crois pas. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est petit. Oui, mais... C'est petit là, mais en taille réelle, je crois pas que c'est aussi petit que ça. C'est petit, vous l'avez dit? Non, c'est grand. Mais c'est grand. Donc les éclairs sont grands. C'est grand en vrai, mais là c'est petit. Oui, mais comment vous savez que c'est grand ou c'est petit? Je ne dis pas ça pour vous embêter, vous ridiculiser. Attendez, je le dis tout de suite pour que ce soit bien clair. C'est pas pour vous embêter. Si vous n'avez pas de réponse, vous dites j'ai pas de réponse. Mais je fais là parce que ce que vous avez fait avec votre camarade et ce que je fais avec vous, c'est exactement ça, la discussion scientifique. C'est toi, tu as dit 1,50 m, pourquoi tu dis ça? On ne dit pas ça pour être méchant. Ben, je dis ça parce que, voilà. Ah, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que j'ai un argument et on discute et on arrive finalement à se mettre d'accord sur une valeur. Alors, tu disais un argument, toi. Mais je trouve que les éclairs, ils sont plus grands que lui. T'as dit juste avant. Oui, mais plus. Mais c'est pas grave, elle l'a pas dit alors. Est-ce que vous avez des arguments? Bah oui. Oui, voilà. Ça veut rien dire grand et petit. Est-ce que je suis grand, moi? Bah, par rapport à une fourmi, sans problème. Par rapport à un éléphant, non. Donc, grand et petit, ça ne veut rien dire. C'est grand par rapport à quelque chose ou petit par rapport à quelque chose. Donc là, dire 1,50 m, comment on sait? Il n'y a pas une échelle, il n'y a pas écrit 1,50 m. Donc il faut comparer. Et on va comparer la longueur des éclairs, on va essayer d'estimer la longueur des éclairs en la comparant à la seule échelle qu'on ait sur le diagramme, sur l'image, qui est la taille du personnage. Ce personnage, il semble que ça ressemble à un humain mâle. La taille de l'humain mâle, on la connaît vaguement. C'est comme tous les gens qui sont autour de nous. C'est plus ou moins grand, mais c'est 1,75 m, 1,80 m. C'est moins de 2 mètres et c'est plus d'1 mètre. D'accord, jeune homme? Aussi, la distance entre le point de vue et là où on se situe, sinon. Exactement. Il y a ce que tu appelles l'effet de perspective. Donc on ne va pas avoir une valeur, on va dire, ah oui, ça va faire 3,22 m. On ne va pas dire quelque chose de précis comme ça. Mais on va pouvoir dire, cet éclair, il a l'air de faire peut-être
2 fois, ou plus 3 fois la taille de l'empereur. Et je suis d'accord, il y a un effet de perspective qui fait qu'on ne peut pas faire une mesure précise comme on ferait là, en mesurant avec un double décimètre ici, ou un mètre à ruban ici. Tu as absolument raison. Donc là, on peut se dire que l'éclair, 1m50, ça fait un peu court, tu vois. Parce que là, on a un argument pour se dire, ah oui, mais si je compare à la taille du personnage, ça a l'air de faire peut-être 2 fois sa taille, et s'il fait 1m75 ou 1m80, ça fera 3m50, 3m60. Donc on va dire, les éclairs, ils font entre 3 et 4 mètres peut-être. Mais du coup, pas 1m50, tu vois. Et si quelqu'un dit, ah moi, je pense que c'est 10 mètres, tu dis, non, non. 10 mètres, ça c'est beaucoup trop long par rapport à ce que je vois de la taille de l'empereur. D'accord? Donc c'est par comparaison. Et ce que vous avez fait là, cette petite discussion, et ce qu'on fait là ensemble, c'est exactement ça qui se passe en science. Hein. C'est-à-dire quelqu'un fait des propositions, des scientifiques, des équipes de scientifiques font des propositions pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour expliquer un phénomène. Et puis il y en a d'autres qui leur disent, ah ben non, on pense que votre hypothèse n'est pas bonne, votre valeur, vos mètres, ou vos volts, ou vos kilogrammes, on pense que c'est pas la bonne valeur. Et puis et à la fin, voilà, on se met d'accord finalement. D'accord? Il y a une affaire de discussion là-dedans qui est très importante. Donc finalement, l'empereur doit avoir des chaussures isolantes, et plus isolantes que peut-être 3 ou 4 mètres d'air. Alors ça, encore une fois, ça se calcule. Vous ne savez pas le faire, mais ça se calcule, ou ça s'estime. Et si l'empereur doit avoir des semelles en caoutchouc, pour qu'elles soient plus isolantes que 3 à 4 mètres d'air, il faut des semelles qui fassent une quarantaine de centimètres de hauteur. Donc l'empereur a des chaussures de drag queen, c'est ça que ça veut dire. Comme ça. C'est obligatoire, parce que s'il n'a pas ces semelles en caoutchouc aussi épaisses, alors le courant électrique pourrait passer à travers lui, et donc l'électrocuter et il meurt. Il veut tuer quelqu'un, en fait, c'est lui qui meurt. Donc il ne veut pas faire ça. D'accord? Donc vous voyez que là, on a pu comprendre cette image, on n'a pas fait de grands calculs, on n'a fait que des estimations, mais on peut comprendre cette image dans l'empereur, il est à 10 millions de volts, et il a probablement des grandes chaussures. Là, la définition qui est là-haut, qui est donnée par Obi-Wan Kenobi, qui est un gentil Jedi, cette définition, c'est une autre définition de la force, une définition, disons, théorique, alors que là, on voit la force en action, l'empereur en train de créer des éclairs avec la force. Et cette définition que donne Obi-Wan Kenobi, évidemment, elle utilise des mots de science. Dans ces phrases-là, il y a des mots qui font référence aux sciences. Par exemple, le mot galaxie, c'est un mot qu'on utilise en astrophysique pour désigner un ensemble d'à peu près 150 milliards d'étoiles pour notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, et 150 milliards d'étoiles, et puis du gaz. Et champ, énergie et être vivant, ça fait référence aux sciences. Le mot champ, c'est pas le champ de blé, ou le champ de maïs. Pour un physicien, c'est autre chose. Comme on parle, par exemple, du champ de gravité, qui est la force qui nous tire vers le centre de la Terre, ou du champ électrique, ou du champ magnétique d'un aimant. Je ne vais pas épiloguer longuement là-dessus pour ne pas vous épuiser, mais le mot champ, il a un sens très précis en physique. L'énergie aussi, c'est un mot qui a un sens très précis en physique. Et donc on voit que ça, ce sont des phrases où dedans, il y a des mots de science, et en même temps, c'est prononcé par un nom scientifique. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus. C'est pas parce qu'il y a des mots de science dans une phrase que ça en fait une phrase scientifique. C'est pas parce qu'il y a des mots savants dans une phrase que celui qui prononce la phrase est savant. D'accord? Et c'est donc à vous, à votre cerveau, à vos connaissances, en utilisant vos connaissances et votre cerveau, d'analyser les phrases qu'on prononce autour de vous pour essayer de savoir si ce sont des phrases, disons, savantes, des phrases qui ont un message, des phrases qui sont importantes, ou si ce sont des phrases qui sont du pipeau, des phrases pour vous rouler, des phrases pour vous vendre des choses. Par exemple, dans le commerce, dans la publicité, il y a énormément de phrases comme ça. Par exemple, on trouve des crèmes dans les pharmacies, des crèmes dans les parapharmacies, où il y a dedans des capsules de rétinol actif extraits de l'ADN végétal. Là, on se dit, ça va être... on sent que c'est du sérieux, ça. Mais non, en fait, c'est pas du sérieux, c'est du gras dans de l'eau, c'est une émulsion, comme une mayonnaise qu'on met sur le visage, comme ça, on dit, ah, c'est super. D'accord? Mais simplement d'avoir utilisé des mots scientifiques pour décrire cette crème, si on avait dit, on vous vend de la mayonnaise blanche que vous étalez sur votre visage, qui va acheter ça? Personne. Si on vous dit maintenant, on vous vend une crème qui contient des capsules de rétinol actif extraits de l'ADN végétal, là on vous dit, ah, là ça a l'air bien. Vous voyez comment, en utilisant des mots de science, capsules, actif, rétinol, ADN, tout ça, c'est des mots qui viennent du champ lexical, comme on dit techniquement, sont des mots qui viennent de la science. Et en les utilisant dans un autre contexte, on veut vous vendre de la mayonnaise blanche, quoi, qu'on mange pas, qu'on met sur la peau. Hein? Ça fait professionnel, voilà, on peut dire ça comme ça. Ça fait chef, ça fait pro, ça fait la classe. Sauf que ça veut absolument rien dire
Et c'est là uniquement pour une sorte de message de marketing, de vente, pour te dire « Ah, ça c'est super ». Un peu comme si c'est rouler les gens par les mots. Au lieu de faire des tours de magie, tu fais des tours de magie avec les mots, avec des phrases. D'accord? Donc je dis ça, il y aurait beaucoup à faire, vous allez éduquer, vos jeunes cerveaux vont progresser avec les cours de français. Là, ce qu'on fait, c'est du français. C'est pas des sciences, là, hein, c'est du français, vraiment. Des cours de français, des cours de langue en général. Et puisque vous savez en sciences, et vos jeunes cerveaux vont grandir et être capables de distinguer des phrases qui sont là pour vous rouler, de phrases qui sont là, pertinentes, qui amènent une connaissance, qui amènent un message, qui est un message sérieux. Donc, on dit sérieux au sens intéressant. Là, ça pourrait être un message pipeau, parce qu'après tout, c'est un film de science-fiction ici, Obi-Wan Kenobi. Mais si on fait preuve de bonne volonté, de bienveillance, on peut quand même essayer de se dire, est-ce que ça veut dire quelque chose, ce message? Alors oui, si on analyse ça, je ne rentre pas dans les détails, la force dont il est question sur le Obi-Wan Kenobi, ça pourrait être la gravitation. Cette force qui nous tire vers le centre de la Terre et qui nous donne la sensation de poids. Cette force de gravitation, c'est cette force qui lie, je dis ça parce que c'est cette force de gravitation qui lie les étoiles entre elles dans une galaxie. C'est cette force de gravitation. Alors en même temps, là on parle d'une force de gravitation, là on parle de quelque chose qu'on appellerait, mettons, force électrique, et ce ne sont pas des forces de même nature, donc là la structure de la force évidemment est contradictoire. Mais c'est pas très grave, encore une fois on a pu exercer son esprit critique, scientifique et français. Je dis français parce qu'on parle français ici, mais on serait en Angleterre, ça serait en anglais, on serait en Chine, ça serait l'esprit critique en chinois. C'est en votre langue maternelle, exercer son esprit critique et discuter d'une image que l'on voit pour essayer de voir cette image peut lui donner un sens. Est-ce que je peux la comprendre avec la physique? Je peux la comprendre avec la physique, à condition que l'empereur soit comme la jeune fille au palais des découvertes, mais au lieu d'être branché sur un générateur de 300 000 volts, soit branché sur un générateur de 10 millions de volts. Alors on va discuter un peu. Alors lui, vous voyez, c'est un gentil, regardez. Je n'invente pas, quoi. C'en est ridicule tellement c'est comme ça. Enfin, je veux dire. Ouais, bon. Alors eux, les Jedi, quand ils font ça, les cheveux de l'empereur se soulèvent pas parce qu'il a une capuche comme lui, là, ça plaque les cheveux, c'est pratique. Donc le Jedi, il a un sabre laser. Vous connaissez cette espèce d'arme incroyable, un sabre laser. Est-ce que c'est possible ou pas possible? Si oui, pourquoi c'est possible? Si non, pourquoi c'est pas possible? Encore une fois, la réponse ne m'intéresse pas vraiment. C'est plutôt les arguments qui m'intéressent. Jeune homme, dites-moi. Oui, c'est possible. Je sais pas comment on fait, mais j'en ai déjà vu. Ah. Alors, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as déjà vu? Un vrai sabre laser, mais le laser il bouge pas. Il n'est pas aussi épais que celui-là. Mais est-ce que tu as pu toi le manipuler? Est-ce que tu as pu toi le voir? Le voir en vrai? Le voir, tu l'as vu, tu m'as dit, mais est-ce que tu as pu le manipuler, mettre ta main dedans ou mettre un truc dedans? Enfin, voir, c'était un vrai sabre laser. Ça aurait pu être un faux sabre laser, une imitation. Non, il est coupé des trucs avec. Avec un... En fait, c'est un laser, il est petit, mais fin, et ça coupe vraiment. Alors, tu l'as vu dans quoi? C'est dans quel genre de support tu as vu ça? Tu l'as vu sur une vidéo Non, c'est mon oncle, il est dans son atelier, il m'a montré. D'accord, ah voilà, vous voyez que c'est intéressant. C'est, encore une fois, tout ça n'est pas pour dire que qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas dire ça tout de suite. Peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Peut-être c'est pas volontaire d'abord. Et puis, d'abord, avant de dire ça, on se demande, mais je n'ai pas bien compris ce que tu me racontes. Je veux des précisions. Donc c'est ton oncle qui t'a montré dans son atelier, il a un système, il a appelé ça un laser, on voit le rayon lumineux, on voit de la lumière. Ouais, c'est tout fin et... Mais c'est lumineux. Il a appelé ça un laser? Je crois. Ah bon, alors ça pourrait être autre chose. En tout cas, il a vu, toi tu as vu quelque chose de lumineux qui découpe. Tu l'as vu petit, pas comme un grand sabre, tu l'as vu court et qui découpe des choses. Donc un truc comme les sabres laser, quoi. Il coupe des robots, lui il découpe des plaques de métal par exemple. D'accord. Alors ça c'est pas un sabre laser, mais ce que tu as vu c'est probablement un engin de découpe qui utilise peut-être pas forcément un laser. Ça existe. La découpe avec un laser, donc de la lumière. Le laser, c'est de la lumière. Découper du métal avec de la lumière, c'est possible. En général, quand ça se fait, d'abord, ça se fait dans des endroits particuliers, dans un atelier par exemple. Enfin, dans l'industrie, on appelle ça la découpe laser. Ça se fait avec des lasers qui ont une lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on appelle de la lumière infrarouge. Bon, alors si toi tu voyais le petit faisceau, ça peut être aussi un découpe au chalumeau. Un petit machin avec une flamme très brillante, la flamme est très chaude, et qui va découper la chose. Alors comme j'en sais pas plus, je ne peux pas m'avancer plus, mais c'est peut-être pas un laser que tu as vu, mais tu as vu, de première main, devant toi tu l'as vu, un machin qui découpait du métal et qui était brillant.
D'accord, mais c'est peut-être pas un laser, il faudra en savoir plus pour statuer. Alors, jeune homme, Je pense que non, parce qu'en vrai, le sabre laser, c'est juste le sabre avec un bâton, juste un bâton blanc. Et, ah oui, dans le vrai film, alors évidemment, comment ils ont fait dans le vrai film? Ils ont pris un truc comme ça, et puis ils ont fait les guignols avec, et puis après, ce truc-là, ils l'ont pas en la couleur qui va bien, par effet spécial. Au montage, ils ont bricolé. Parce que regardez, si je prends ça, et que je fais ça, regardez bien. Mais enlevez votre main, mettez-la en haut. Regardez là, et là. Mais justement, il y a la couleur. Non, non, il n'y a rien. Le truc, je le mets juste en contact avec ça. J'attends un peu. On peut peut-être bricoler le truc. Voilà. poussez votre main. Pourquoi il y a de lumière dedans? Ah ben oui, pourquoi il y a non mais, je vous laisse ça comme ça en suspens, et vous discutez ça avec Monsieur Dolé. Voilà, regardez ce truc-là, il est éteint, c'est un tube néon. Et regardez le tube néon, je fais ça, et il s'allume jusqu'à ma main. Pas après. Truc de fou, quoi. Bon, je vous laisse discuter ça avec Monsieur Dolé. Donc, ah oui, ah ben oui, évidemment, il y a une astuce. Et là, comme vous êtes computer. Oui, c'est ça. Après, c'est lancé ça exprès pour que ça mouline dans votre petit cerveau. Mais maintenant, le sabre laser, en vrai, le laser, c'est de la lumière. Là, c'est pas de la lumière, ça. C'est un tube de verre avec dedans, il y a du gaz, il y a du néon, et puis on le traverse par un courant électrique, on le soumet à une tension, une différence de potentiel importante, et puis ça, bon, il se passe quelque chose, et ça fait de la lumière. Mais là, il y a le sabre, il est là. Quand le sabre est éteint, il y a encore le sabre. Dans les sabres laser du film, quand ils éteignent le sabre, il n'y a plus rien, il y a le manche là, comme ça. Il y a le manche comme ça. Puis quand ils appuient sur le bouton, il y a la lumière qui sort, voilà, comme ça. Et puis quand ils éteignent, il n'y a plus de truc et il n'y a plus que ça. Donc c'est de la lumière dont il est question dans le sabre laser. Dis-moi, jeune homme. Mais le mot sabre laser, Ouais. avec le mot laser, c'est erroné puisque un faisceau laser, c'est un faisceau lumineux qui est presque infini. Ah ben, t'as absolument raison, c'est-à-dire que quand on parle de sabre laser, le laser c'est de la lumière, on va dire ça comme ça, c'est une lumière très pure, ça veut dire qu'il contient une seule couleur, on va dire ça comme ça simplement. Alors là, le sabre laser, j'en ai mis un là-haut, il a une certaine longueur. Est-ce que c'est possible que la lumière avance tout droit, puis elle s'arrête là, sans raison, au milieu de rien? Non, la lumière, elle va en ligne droite, jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. Par exemple, dans ma main, j'ai justement un sabre laser. Est-ce qu'il est allumé? Vous me regardez moi. Non, il est éteint. Il est éteint, comment tu le sais? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. Ah ben t'as regardé là ou faut me regarder moi? Et là il est éteint ou il est allumé? Il est allumé. Et comment tu le sais? Je le vois. Tu le vois? Parce que... Je vous regarde en vous. Ah oui. T'as eu le bon réflexe. Comment tu as fait pour savoir? Là, est-ce qu'on le voit allumé ou éteint? Là, là, il y a de la lumière là. Ben parce que c'est... Là, on le voit pas là, le sabre laser. Le laser, on le voit pas. On voit le spot qui est là-haut. Et au moment où la lumière est arrêtée, ben, par le plafond. Mais regardez mon sabre laser. Là, il est beaucoup plus court là maintenant. Il va jusqu'à ma main. J'enlève ma main, il va jusqu'au plafond. Puis si je vise le mur du fond, j'ai un sabre laser qui fait 7 mètres de long là, ou 6 mètres de long. Donc la lumière, elle va en ligne droite, jusqu'à ce qu'un truc l'arrête. Elle ne s'arrête pas comme ça au milieu de rien, la lumière. Un truc, c'est le mur, où il y a un miroir, où il y a du verre, où ça va la changer de direction, un prisme. Il va y avoir quelque chose qui va la faire changer de direction, ou l'absorber, ou la diffuser, ou la réfracter. C'est tous des mots de géométrie, pas de géométrie, d'optique, que vous ne connaissez pas encore. Mais n'empêche qu'au final, la lumière, elle va en ligne droite. Et elle ne s'arrête pas. Donc, il pourrait avoir, comme disait votre camarade, quand vous allumez un rayon lumineux, vous prenez une lampe de poche. Vous l'allumez en pointant vers le ciel. Vous l'allumez On voit. et vous... Ah bah non, si t'éclaires le ciel, tu verras rien, le ciel... Non, mais sur le mur. Voilà, d'accord. On est d'accord. Et tu vois le mur parce que la lumière qui arrive sur le mur t'est renvoyée vers toi pour partie en frappant le mur. Mais maintenant, cette lumière, tu éclaires le ciel avec. Tu l'éteins au bout de 1 seconde. Il faut imaginer que avant d'allumer, il n'y a pas de lumière qui partait de la lampe de poche. Vous allumez la lumière, il y a un début de lumière, il y a un truc de lumière qui avance. Et vous éteignez, ça s'arrête, et vous avez une tranche de lumière qui va se propager comme ça dans l'espace. Et cette tranche de lumière, elle fait combien quand vous allumez 1 seconde? 300 millions, je crois. 300 000 km. 300 000 km. La lumière parcourt 300 000 km en 1 seconde. Quand vous allumez la lampe de poche vers le ciel, faites 1 seconde, vous l'allumez et vous l'éteignez au bout d'une seconde, vous avez 300 000 km de lumière qui se déplace comme ça dans l'espace. D'accord? Parce que vous avez allumé,
la lumière s'est branchée, et puis vous l'avez coupée, il n'y a plus de lumière. Bah donc il y a une tranche de lumière qui se balade. Mais la lumière, elle va jusqu'en haut. Bah, elle va aussi loin que possible, en ligne droite dans l'espace, jusqu'à ce qu'elle rencontre quelque chose. Si tu vises la Lune, bah, elle va rencontrer la Lune, elle va s'arrêter sur la Lune. Si tu vises à côté, bah, elle va aller à côté. Et elle ira à l'infini, comme disait ton camarade. Donc le faisceau lumineux, la lumière va en ligne droite, jusqu'à ce que quelque chose l'arrête. Mais là, dans le sabre laser, il n'y a rien. Le truc un peu bizarre, c'est qu'il n'y a rien qui arrête le sabre laser. Il s'arrête tout seul. Ça peut exister, mais ça peut pas couper. Ça peut pas exister, mais ça peut... Ça peut pas couper. ne peut pas te couper. Alors, ça peut pas exister comme ça, c'est-à-dire un sabre laser qui s'arrête là, ça c'est pas possible, mais que la lumière puisse couper, oui, c'est dans la découpe laser industrielle. Simplement, en général, on n'utilise pas des faisceaux longs comme les sabres laser qui font, je sais pas, 1,50 m, on utilise des plus petits faisceaux, un peu à la mode de ce que disait ton camarade tout à l'heure, où on a des longueurs de lumière qui font quelques centimètres pour couper quelques centimètres de métal. Donc la lumière, on peut couper avec la lumière. Bon, c'est pas avec une lampe de poche. C'est pas avec un petit laser comme ça qui ne coupe pas la main, tu vois. Il faut quelque chose qui soit plus intense, beaucoup plus intense que ce petit faisceau laser. D'accord ? Donc le sabre laser, c'est pas possible pour une raison simple déjà, c'est qu'on ne peut pas arrêter la lumière comme ça. Il y a une autre raison, il y en aurait d'autres encore, mais il y en a au moins une deuxième. Quand ils se battent les Jedi avec leur sabre laser, ça veut dire se bloquent. Comme des épées, ça fait du bruit en plus, mais les deux faisceaux de lumière se bloquent. Est-ce que de la lumière peut bloquer de la lumière ? Non. Non, c'est très facile à faire. Regardez, du vidéoprojecteur à l'écran, il y a de la lumière qui avance. Évidemment, c'est la lumière qui est émise par le vidéoprojecteur qui projette l'image sur l'écran. Donc là, il y a de la lumière. Si je mets ma main dedans, on la voit la lumière. Là, il y a de la lumière. Là, j'ai de la lumière aussi. Là, j'ai allumé le faisceau laser. Je vais couper la lumière. Alors, je ne vais pas vous découper vous. Je vais couper la lumière qui est ici. Avec la lumière, j'ai dans ma main. Je la coupe. Zoom. Bing dong. On entend des trucs là ? Je fais ça plein de fois. Il y a le faisceau là, regardez. Je coupe. Quand je fais ça, je coupe la lumière qui vient dans ce sens-là. D'accord ? Je la coupe la lumière qui vient par là. J'entends pas zwing. Enfin, c'est presque évident, ça a l'air dit. Ici, il me fait le look, là, il nous prend pour des abrutis. C'est pour vous dire que la lumière, ce n'est pas matériel et ça ne se bloque pas comme on le voit dans le film. Donc ce qui nous montre dans le film, ça marche pas. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas très grave, ça n'empêche que les sabres laser, tout le monde en veut un quand même. Hein ? Alors voilà encore une question qu'on peut se poser. Là, il y a Skywalker qui est ici, Luke Skywalker, Yoda, donc un gentil, bizarre, un autre gentil, et il s'entraîne sur la planète Dagobah, il s'entraîne pour maîtriser la force. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est possible de faire cet équilibre ? Est-ce que vous qui êtes jeune et fort en sport, est-ce que vous pouvez, quitte à s'entraîner un petit peu, c'est peut-être un peu difficile, alors, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas oui ou non, on n'est pas dans un vote, et votre opinion, à la limite, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est pas votre réponse, c'est la façon dont vous argumentez votre réponse. Donc maintenant, je veux une réponse avec un argument, c'est possible. Et si la réponse est fausse, ça ne me gêne pas, ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse et l'argument. Oui, mais... D'accord, mais c'est pas un argument, ça, avec beaucoup d'entraînement. Bien sûr, si c'est un peu difficile, il faut beaucoup d'entraînement. Est-ce qu'il y a des arguments, jeune fille ? Ça dépend aussi du poids de la personne qui est en haut. Ça dépend du poids de la personne qui est en haut. C'est bien. Mais tu as une phrase. Tu as une phrase qui est intéressante. Tu as une phrase qui est intéressante. Mais tout à l'heure, tout à l'heure, on parlait de la représentation des gentils et des méchants dans les films. Donc c'est de la sociologie, c'est pas de la science. Et tu as parlé de Yoda. Yoda, est-ce que c'est une personne ? Non, parce que nous, quand on est humain et qu'on dit personne humaine, on pense à un humain. Mais ta phrase est intéressante, ça veut dire que tu considères Yoda comme une personne. Il est un peu bizarre, vert avec des oreilles pointues, c'est un extraterrestre, mais c'est une personne. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est un... Tu vois comme quoi, même dans des petits détails... Non, mais il n'est pas humain. Bon, il a deux bras, deux jambes, une petite tête bizarre, mais c'est pas un humain quand même. Ça se voit. C'est une petite personne, mais c'est une personne. Donc, ça dépend du Yoda. Il s'appelle Yoda, ce personnage, cette personne. Il s'appelle Yoda. Alors, ce Yoda, oui, ça dépend de la main de Yoda. Hein ? Maître Yoda. Ah oui, c'est un grand chef. C'est un sage. Alors, ça dépend, tu disais, Du poids de la personne qui est en haut. du poids de Yoda. Combien c'est son poids, à ton avis ? Je sais pas, Comment tu estimerais son poids ? sa taille est proportionnelle à sa taille. Oui, comme sa taille. Alors, est-ce que le poids, c'est proportionnel à la taille ? Non, parce que le poids, il va dépendre de votre volume.
de votre volume. Est-ce que le volume c'est proportionnel à la taille? Est-ce que le volume du cube c'est proportionnel au carré du cube, au côté du cube? Le volume du cube, vous connaissez le volume du cube, rassurez-moi. On va écouter la réponse, dites-moi. C'est proportionnel par rapport à l'attraction. Alors attends, on va revenir à ça. Le volume du cube, c'est le côté du cube multiplié par le côté du cube multiplié par le côté du cube. C'est le côté du cube à la puissance 3. On rigole pas là maintenant, on fait des maths là. Donc la masse d'une personne, c'est pas proportionnel à sa taille. Parce que si on est 2 fois plus grand, on est aussi 2 fois plus large et 2 fois plus épais. On n'est pas juste 2 fois plus grand. Parce que si on était 2 fois plus grand, c'est un humain qu'on aurait tiré comme un élastique, ça n'a plus les proportions d'un humain. Donc pour garder les proportions d'un humain, si par exemple d'un coup de baguette magique, je double ta taille, mais que je te conserve les mêmes proportions, là tu deviens vraiment grand pour le coup. C'est cool. Mais pour conserver tes proportions, je vais aussi doubler ta largeur et doubler ton épaisseur. Et ton volume il va être multiplié par 2 fois 2 fois 2. Ton volume sera 8 fois plus grand. Alors que ta taille, elle est que 2 fois plus grande. Et donc ta masse, on devrait dire plutôt la masse plutôt que le poids, et ta masse sera multipliée par 8. Ok, d'accord? Tu seras 8 fois plus massif. Donc si tu fais par exemple, mettons, 40 kg, et que je double ta taille, tu feras 320 kg. Parce que je ne doublerai pas que ta taille. D'accord? C'est pas je double ma taille et je suis 2 fois plus lourd. Je double ma taille, mais si je reste à peu près les mêmes proportions, je serai aussi 2 fois plus large et 2 fois plus épais. Et donc je serai 2 fois 2 fois 2 fois plus lourd. Et donc 8 fois plus lourd. Donc, ça peut dépendre. Alors, si on compare un petit enfant, par exemple, les petits-enfants, Yoda par rapport à Skywalker, il est comme un enfant, peut-être qu'à 4 ans ou 3 ans, peut-être il fait 30 kg Yoda, si on compare comme ça. Donc ça pourrait dépendre de Yoda. Ça peut dépendre aussi de la gravité, parce que si elle est faible, ça va être beaucoup plus facile de... Alors, non. C'est un peu la remarque de mon camarade. Si la gravité est plus faible, l'équilibre, le fait qu'on puisse tenir l'équilibre ou pas, ça n'a rien à voir avec la gravité. La gravité est plus faible ou moins faible, et bien si on ne peut pas tenir, on ne peut pas tenir. Simplement, si la gravité est faible et qu'il devait tomber, il va tomber plus lentement. C'est tout. Et il se fera moins mal. Et si la gravité est forte, il va tomber d'un coup et il sera mal. D'accord? Donc la gravité, elle va juste changer la vitesse de la chute, plutôt la vitesse de la chute, mais pas la chute. Le fait qu'il chute. Oui, mais si la gravité est plus faible, en tout cas, on peut se tenir plus longtemps. Non. Il peut se récupérer et essayer de bricoler. Il aura plus de temps pour récupérer. Alors, on peut se demander d'abord pourquoi on tient droit. Qu'est-ce qui fait que je tiens en équilibre tout droit comme ça? Parce que vous avez des appuis. Oui. Et la gravité, qu'est-ce qu'elle fait la gravité? Elle me tire vers le centre de la Terre. Et elle me tire à peu près, en physique, on modélise l'action de la gravité sur mon corps, sur l'ensemble de mon corps. Elle est modélisée, elle est représentée par une seule force qui s'applique au niveau de mon nombril, qu'on appelle le centre de gravité, qui est l'endroit du centre de gravité du corps humain, qui se retrouve au niveau du nombril, dans l'épaisseur du corps, hein, parce qu'on n'est pas tout plat, on a une épaisseur d'épaisseur. Donc quelque part dans mon estomac, au niveau du nombril, il y a mon centre de gravité, et la gravité de la Terre me tire par ce point-là vers le bas, et c'est ça qui me donne la sensation de poids. Que je sens que je pèse, quoi. D'accord? Moi aussi d'ailleurs, normalement. Moi je suis plus gros que vous, alors je pèse plus. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je me casse je me penche en avant maintenant. Je mets de profil, pour ceux qui peuvent voir, je suis de profil, et je me penche en avant. Est-ce que vous me voyez pencher en avant? Bon là je tombe pas. Là j'étais vertical, bon je tombe pas. Je me mets comme ça, je tombe pas. Si je continue à me pencher en avant, et alors à quel moment je tombe? À quelle position je tombe? À partir de quel angle? Ou comment je déterminerai l'angle où je tombe? Chut. Dis-moi jeune homme. Le centre de gravité est Presque parfait. C'est pas tellement plus au-dessus des jambes. Qu'est-ce qui te sert d'appui au sol? D'ailleurs, ton camarade parlait d'appui. Tes pieds, les orteils et les pieds. Quand tu as tes deux pieds posés par terre, tes deux pieds forment une sorte de petit rectangle au sol, qui est un peu étroit si tes pieds sont serrés, et qui est plus grand si tes pieds sont écartés. D'accord? Eh bien, quand ton centre de gravité, quand on va dire des mots de mathématiques, mais c'est comme ça qu'on utilise en physique. Vous connaissez le mot de projection orthogonale? Non. Quand la projection, vous prenez votre centre de gravité, le nombril, et vous le descendez verticalement vers le sol.
Si en faisant ça, il tombe dans le petit rectangle des pieds, comme tu disais, au-dessus des jambes, alors tu as un équilibre. S'il est en dehors du petit rectangle des jambes, tu casses la figure. C'est aussi bête que ça. Et quand je me penche en avant, à un moment donné, la projection sort du rectangle, et au moment donné où elle sort du rectangle, je ne peux plus que tomber. Je tomberai lentement si la gravité est faible, je tomberai lourdement si la gravité est forte. Mais je tomberai. D'accord? Et alors maintenant, je suis comme ça. Là encore, c'est du français plus de la physique. Je suis les deux jambes écartées comme ça. Je veux me mettre sur un pied. Qu'est-ce que je fais? Il faut rapprocher les pieds. Ah, si je rapproche les pieds, je ne suis pas sur un pied, je suis sur deux pieds. Je lève un pied. Non. Est-ce que tout le monde vote pour que je lève un pied? Non. Alors, j'ai fait l'expérience. Qui vote? Alors, si je fais l'expérience, je lève un pied. Par exemple, celui-là. Je fais ça. Je fais que lever un pied. D'accord? J'arrête à un moment donné. Si je suis comme ça et que je lève un pied, si ce pied-là disparaît, maintenant qu'il disparaisse d'un coup, où est mon centre de gravité? Il est là. À côté du pied, à côté du carré, à côté du pied. Et donc, je tombe. Donc, je ne peux pas lever un pied. Donc, c'est pas la bonne réponse. En levant un pied, je ne peux pas me mettre sur l'autre pied. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je mettrai la phrase dans l'autre sens, mais l'idée est là. Je veux lever la jambe droite pour moi, qui est gauche pour vous. Je veux lever la jambe droite. Je pousse avec ma jambe droite, je pousse pour que mon centre de gravité bascule au-dessus du petit rectangle formé par un seul pied et pas du plus grand rectangle formé par mes deux pieds. Je bascule mon centre de gravité au-dessus de un seul pied. Et quand je sens, ça on a l'habitude de son corps, de son mouvement de corps, quand je sens que ça va bien, hop, je lève le pied. Et là ça marche. D'accord? Donc il a fallu que je bascule mon centre de gravité et après je peux lever ma jambe. D'abord je bascule, après je lève. D'ailleurs si vous prenez un objet, alors j'en ai pas d'assez lourd sous la main, si par exemple vous empruntez le tabouret une fraction de seconde. Non pas vous. Non, vous êtes trop lourd. Vous êtes trop lourd pour ce que je vais faire. J'ai ce tabouret dans la main. Regardez ce que je vais essayer de ne pas me briser le bras en même temps, mais je vais le faire avec les deux bras. Là j'ai le tabouret comme ça, là je suis droit, tout va bien. Maintenant je veux lever le tabouret devant moi comme ça. Regardez ce qui va se passer. Je lève le tabouret comme ça. J'exagère un peu pour bien que vous compreniez. Est-ce que je suis regardé ce que j'ai fait? Vous avez Vous êtes basculé en arrière. Et pourquoi j'ai basculé en arrière? Pourquoi j'ai basculé en arrière? Vous êtes tombé en arrière, c'est pas pour prendre le tabouret. Bah je peux le lever comme ça, il y a la place devant moi. Je sais pas basculer en arrière, si j'étais tout près de toi, je me reculerais pour qu'il ne le prenne pas dans la figure. Mais c'est pas le but, là, il n'y a personne devant moi. Il y a une affaire de centre de gravité. Maintenant le centre de gravité, c'est le centre de gravité de quoi? Moi, Plus le tabouret. plus le tabouret. Et il faut que le centre de gravité de moi, plus le tabouret soit où? Au-dessus de mes pieds. Et si le tabouret n'est pas trop lourd, vous avez pris votre professeur entier, alors là il a fait que je me recule beaucoup pour être sûr que mon centre de gravité soit... Hein, pas tant que ça quand même, il n'est pas si gros. Donc, quand on a un autre objet, quand vous avez un sac à dos sur le dos, comment vous êtes avec le sac à dos? Vous êtes bien droit comme ça? On part un peu en avant pour que le centre de gravité de vous, plus le sac à dos, soit au-dessus de vos jambes et que vous teniez droit. Donc vous vous penchez un petit peu en avant parce que vous avez une grosse masse à l'arrière. D'accord? Si maintenant on regarde l'image qui est ici, où est le centre de gravité de Skywalker? Bah d'abord son point d'appui, le petit rectangle il est là, c'est sa main. Le point de contact il est là. Le petit rectangle sur lequel il s'appuie, c'est sa main. Son centre de gravité, le niveau du nombril, bon, il y a Yoda. Comme le sac à dos, il y a Yoda qui pèse peut-être 20 ou 30 kg. Donc le centre de gravité de Skywalker plus Yoda, ben, il est décalé un peu vers Yoda. Et regardez comment s'exerce le poids. Où va se projeter le centre de gravité de Yoda? Et il se projette, il y a quelque chose là, il y a un point d'appui, il y a une main, il n'y a rien du tout. Et donc il doit tomber comme ça. Il doit tomber. C'est pas une... Ah non, il doit tomber. Il ne peut pas tenir l'équilibre parce que son centre de gravité ne se projette pas sur le petit rectangle de sa main, sur le point d'appui. D'accord? Est-ce qu'il y a des... Dis-moi. Ces jambes, elles ne peuvent pas faire un contrepoids? Alors on va discuter, très bien. On va revenir là-dessus. D'abord, est-ce qu'il y a... Tout à l'heure, je parlais de les deux rectangles des pieds. On passe sur un pied. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui font de la danse et qui font des pointes, par exemple, dans la salle? Comment? Est-ce qu'il y en a qui font de la danse, des jeunes filles? Des jeunes gens aussi, mais les pointes, en général, c'est les jeunes filles qui font ça en danse classique. Personne fait de la danse classique?
Bon, alors il n'y en a pas, mais en danse classique, vous voyez comment c'est fait les pointes pour les danseuses? Pourquoi c'est difficile de faire des pointes? C'est difficile parce que, au lieu d'être en équilibre sur deux jambes, donc c'est facile, sur une jambe, où déjà on essaie de faire un peu attention, on est sur la pointe du pied, sur un tout petit rectangle, et il faut que le centre de gravité de la danseuse se mette exactement sur ce petit rectangle. Ce qui est difficile à faire, il faut être pile, il faut que le corps soit dans la très bonne position. S'il est un peu déséquilibré, on dirait, si le centre de gravité de la danseuse, qui en plus lève les jambes, fait des trucs, n'est pas exactement sur la pointe, alors elle se casse la figure. Donc c'est difficile de faire des pointes. Alors, votre camarade disait, ah oui, mais la jambe, elle peut faire contrepoids. Alors, ça, c'est une bonne raison. D'abord, est-ce que ce bras-là, il est bien placé? Est-ce que c'est bien de faire ça avec son bras sur le côté? Parce qu'il tend son bras du côté où il va tomber. Quand je me casse la figure, si je me casse la figure en avant, je ne me jette pas en avant, j'essaie au contraire de repartir en arrière le plus possible pour que mon centre de gravité soit au-dessus du sol plutôt qu'au-dessus du vide. Donc le bras n'est pas bien placé. Par contre, la jambe, c'est une bonne intention. Alors en même temps, elle pourrait faire contrepoids, elle fait effectivement, comme tu dis, contrepoids, c'est-à-dire elle aurait tendance à ramener le centre de gravité de Luke Skywalker et de Yoda un peu par ici. Le problème, c'est que ça fait 20 ou 30 kg, et qu'une jambe, ça ne fait pas 20 ou 30 kg. D'accord, ça fait beaucoup moins. Donc, voilà, à moins qu'il ait une enclume cachée dans la chaussure, eh ben, il ne peut pas tenir l'équilibre quand même. Vous comprenez pourquoi une enclume cachée dans la chaussure, ça aiderait? Imaginons qu'il ait une grosse masse, imaginons qu'il ait 30 kg ou 40 kg cachés dans la chaussure, on ne les voit pas là. Eh bien, il a une grosse masse ici qui est décalée, là il y a 30 kg, et peut-être que le centre de gravité de Skywalker, plus Yoda, plus les 30 kg dans sa chaussure, ça va déplacer le centre de gravité, non pas ici, mais ça va le déplacer là, peut-être juste au-dessus du point de contact, du point d'appui. Et dans ce cas-là, il peut tenir l'équilibre à condition qu'il ait caché peut-être 30 ou 40 kg dans sa chaussure. Dis-moi. Un transfert de masse. Hein? Un transfert de masse. Un transfert de masse. Comment tu appelles ça, un transfert de masse? Il compense le fait d'avoir Yoda sur son pied pour mettre plus de poids sur son pied. Sur le pied libre. Il faut changer. Mais sur son pied là, mais comment tu veux qu'il mette plus de poids sur son pied là? Comment? S'il cache Ah oui, s'il cache un truc dedans. Ah oui, oui, absolument. Mais seulement, est-ce que c'est possible qu'il ait caché un truc dedans? Si on regarde le film, comment il marche Skywalker avant et après ça? Il marche comme ça, tranquille. Mais imaginez maintenant que vous avez 30 kg dans une chaussure et 0 dans l'autre. Ben, t'as un pied là, pour le bouger, c'est très dur. T'as une jambe qui fait 30 kg de plus que l'autre, tu ne bouges pas en disant ça va, la vie est belle quoi. Donc dans le film, on ne le voit pas faire ça. Donc il n'a pas 30 kg cachés dans une chaussure, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on fait là? Putain, j'ai été très long quoi, c'est terrible. Enfin, c'est pas grave, on fait de la physique. Hein. Regardez, on va faire avec Avatar, on va faire ça. Après, je vous montrerai un truc plus drôle. Là, encore une autre question, une autre enquête. Vous vous rappelez d'Avatar, il y a Pandora, le monde Pandora. Dans le film, il dit souvent la planète Pandora. Ceci n'est pas une planète. Pourquoi c'est pas une planète? C'est la Terre. Ah non, c'est pas la Terre, ça. Les continents, je ne les connais pas. Ça ressemble à la Terre. Il y a des zones vertes, continentales, il y a des océans bleus, puis il y a des nuages. Pourquoi c'est pas une planète, ce truc-là? Il y a un système solaire, ils sont autour de l'étoile à la fin du Centaure. Est-ce que c'est un satellite? C'est exactement Pandora tourne autour de Polyphème, et Polyphème est une planète parce qu'elle tourne autour de l'étoile à la fin du Centaure, d'une autre étoile qui existe vraiment d'ailleurs, et qui n'est pas notre Soleil. Mais une planète, ça tourne autour d'une étoile. Et Pandora tourne autour de Polyphème, comme la Lune tourne autour de la Terre. Donc la Lune, c'est pas une planète, c'est un satellite de la Terre. Donc Pandora, c'est un satellite. Là, c'est Polyphème. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour appeler cet engin-là derrière Polyphème? Une bonne raison, là c'est du français. Hein. Quand je dis français, c'est un cours de français, quoi. Une histoire d'étymologie. Cyclope, là. Ah, qui disait Wicca? Cyclope, ah voilà. Et pourquoi ça évoque les cyclopes? Polyphème, c'est un cyclope. Alors quel rapport entre un cyclope et... Parce que là, ce grand tourbillon-là, on pourrait imaginer ça comme une sorte d'œil. Comme on voit des choses, quand on voit des formes dans les nuages, vous savez comment on appelle ça? Voir des formes dans quelque chose qui n'en a pas. Voir une baleine dans un nuage. Ça s'appelle non?
C'est un mot que vous connaissez probablement pas, mais je vous le donne parce que c'est toujours intéressant d'avoir du vocabulaire. On appelle ça une pareidolie. Pareidolie. P-A-R-E-I-D-O-L-I-E. Une pareidolie. Voir quelque chose dans une forme qui n'en a pas. Voir une forme dans une forme qui n'en a pas particulièrement. Là, on pourrait imaginer voir une pareidolie d'un œil. Et remarquez une chose maintenant, si on regarde la véritable planète Jupiter, de notre système solaire, qui est la plus grosse planète du système solaire, regardez, elle a ça, qu'on appelle la grande tache rouge de Jupiter, qui a toujours été là depuis qu'on l'a vue, depuis 400 ans, on sait qu'elle est là, et là on voit le satellite Io de Jupiter avec l'ombre du satellite Io. La grosse tache rouge, c'est pas un tourbillon de vent de 300 km/h? Ça, c'est un grand, exactement, c'est un grand cyclone, ça. Ça, c'est un grand cyclone permanent qui est là depuis 400 ans dans l'atmosphère de Jupiter. Et donc, vous avez vu que pour Polyphème, ils ont fait la même chose. Ils ont pris, en gros, ils ont pris Photoshop et Jupiter, ils ont peint en bleu. D'accord? Ils ont bricolé, je ne sais pas comment ils ont fait en vrai, mais ils ont bricolé l'image de Jupiter pour faire celle de Polyphème. Alors, la dernière enquête qu'on va faire là-dessus, c'est dans quelle direction est la source de lumière qui éclaire la scène? Dans quelle direction est la source de lumière, l'étoile en fait, qui éclaire la scène? Où est-elle? Dans quelle direction est-elle? À gauche? À droite alors? Non, t'as vu, d'abord je suis emmerdant là, encore une fois. Mais c'est fait exprès. D'abord, quand on me dit à gauche, j'ai vu aussi des gens qui font un petit signe de la main dans cette direction-là. Alors ces deux réponses-là, je les comprends. À gauche, j'ai bien compris que c'est pour toi et que c'est à gauche. D'accord, mais je fais l'idiot exprès pour vous dire que ce qui est important, encore une fois en physique, c'est la précision du langage. Et qu'être bon en physique, ça passe d'abord, je l'insiste là-dessus, par être bon en français. J'entends par là, parler clairement en français, de façon précise, avec des phrases correctes, avec du vocabulaire éventuellement large, et toujours en étant précis. Ça passe d'abord par du français. Donc dire à gauche et dire avec un petit geste de main comme ça, ce ne sont pas des réponses recevables, elles ne sont pas assez précises, et elles ne m'expliquent pas comment vous avez trouvé cette direction. En face, je n'ai pas entendu, excuse-moi. En face de la partie éclairée. En face de la partie éclairée. Bon, c'est déjà un peu plus précis, mais en face de la partie éclairée, ça pourrait être par ici, et ça pourrait être par là, par là, par là, ça pourrait être... D'accord, la source de lumière, elle n'est pas par là. Mais ça laisse quand même beaucoup de directions possibles. Moi, je voudrais idéalement prendre une règle, je trace un trait, je mets une flèche, et la flèche, elle est dirigée vers la source de lumière. Voilà ce que je veux faire. Comment vous faites ce trait, et où vous mettez la flèche? C'est ça ma question. Dis-moi. Dis-moi. Par rapport à l'angle de la planète derrière. Par rapport à l'angle de la planète, donc de Polyphème. Non, juste au-dessus, le satellite naturel. Ça? Ouais. Ah, alors ça, on va y revenir après. Ça, c'est le niveau 2. D'abord, tu vas voir, il y a plein de choses à dire. Tu t'es intéressé à un détail qui est très important, mais qui n'est pas utile pour nous pour l'instant. Alors, jeune homme. On trace un trait au niveau qui suit l'ombre du satellite. Un trait ici. Comme ça. D'accord. Et le soleil se situe de façon perpendiculaire au trait. Et il y a deux endroits qui peuvent être perpendiculaires par ici, perpendiculaires par là. Non, dans la direction où c'est lumineux. Voilà. Voilà. On est arrivé. La réponse, je ne veux pas dire la bonne réponse, parce qu'il y a deux bonnes réponses. La réponse précise, pour dire la direction de la source de lumière, c'est perpendiculaire à cette ligne-là, qu'on peut appeler la ligne qui sépare le jour de la nuit. En astronomie, cette ligne qui sépare le jour de la nuit, elle a un nom précis. Encore un mot de vocabulaire, ça s'appelle le terminateur. Pas le terminator, le terminateur. D'accord? On peut utiliser le vocabulaire, on dit la ligne qui sépare le jour de la nuit, comme tu as dit. Il n'y a pas besoin d'avoir le mot. Donc on prend la ligne du terminateur, on prend la droite perpendiculaire, donc censée tracer avec une équerre, et on se met du côté jour. L'autre réponse, c'est opposé au côté nuit. Ça marche aussi. Donc voilà la réponse précise. Est-ce qu'il y a un autre argument dans l'image pour dire que cette réponse est bonne? D'accord, on a pris le terminateur ici, la perpendiculaire et la source de lumière, elle est par là-bas. Vous voyez, je peux tracer la droite perpendiculaire à celle-ci. Dis-moi, jeune homme. Ça va apparaître pour Polyphème.
Pour Polyphème, oui, on pourrait utiliser Polyphème, mais tu vois, l'ombre là, de Polyphème, on la voit pas super bien. Mais dans le principe, tu as raison, si on voyait bien l'ombre de Polyphème, on pourrait faire quelque chose pareil. On voit une zone sur le satellite, on voit une zone où c'est vraiment brillant. Celui-là Enfin, là, ah oui, là c'est des reflets dans l'image de synthèse, à mon avis. Vous allez mettre des reflets. Oui, il y a une zone où c'est brillant, tu pourrais dire ça donne la direction. Mais ça serait discutable parce que je sais pas si c'est pas une photographie qu'ils ont faite. Mais si vous regardez ce deuxième satellite, regardez-le bien, il a lui aussi un terminateur, il est à côté sombre, côté nuit, et le terminateur qui est ici, il est parallèle à ce terminateur-là. Et donc ils sont éclairés de la même façon. D'accord ? Donc on a bien, pour les deux petits, le petit satellite si j'ose dire, et le gros satellite pour Pandora, on a la même direction. Et alors du coup j'en viens au jeune homme qui parlait de cette structure-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Avec un argument, toujours, hein. Moi les réponses au hasard, ça m'intéresse moins maintenant, vous avez compris. Ce qui m'intéresse, c'est pas que la réponse soit juste, c'est que la réponse soit argumentée. T'as raison. Alors attends, excuse-moi jeune homme, donc, oui, c'est quoi alors finalement, mademoiselle? C'est l'ombre de la... C'est du satellite. D'accord, c'est l'ombre de lui. Pour vous, c'est donc l'ombre de celui-ci. Jeune homme. C'est pas toujours un satellite, le soleil il est dans la nuit. Alors, et continue alors. Continuez toute seule même dans votre tête et dites-moi alors, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça c'est l'ombre de ça? Oui, parce que le soleil vient de... Il vient d'où alors le soleil? Le soleil, on est d'accord que la lumière elle vient de cette direction-là. On est d'accord? À cause de ça. Ben non. Pourquoi non? Pourquoi non? Je sais pas comment elle dit. Ah, mais c'est difficile. Alors, pourquoi non? Mais c'est pas grave, on fait une phrase et puis on l'améliore. C'est pas un problème de dire une phrase au début qui est pas super. Je sais pas. Imaginons qu'il n'y ait que ça et ça. Et vous dites, où serait la source de lumière qui provoque l'ombre? Là, sur le même. Vous faites quoi? Comment sont situées la source de lumière, vous et votre ombre? Elles sont comment? Symétrique. Non. Droite. Non. Non. Ça fait une droite. Alignées. Elles sont alignées. Donc, je prends l'ombre, je prends l'objet, je fais la droite, et la source de lumière, elle est par ici. D'accord? Du côté opposé à l'ombre. Oui, mais ça marche pas. On a dit que la source de lumière, elle était par là. Peut-être pas, mais la source de lumière, elle est grosse. Oui, elle est grosse, la source de lumière. Ce qui veut dire, Mais le soleil, il est gros dans le ciel. Est-ce que vous avez deux ombres? Non. Donc là, c'est comme s'il y avait une source de lumière par ici et peut-être une autre source de lumière par là. Peut-être il y a deux soleils. D'ailleurs, c'est vrai, Alpha du Centaure, c'est une étoile double qui a deux soleils. Ah, tu te dis yes, peut-être. Mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est possible que ça soit le deuxième soleil qui éclaire et qui fasse cette ombre-là, pendant que le premier soleil fait ça? Est-ce que c'est possible? Et si oui, non, pourquoi? Non, parce que sinon la zone d'ombre elle serait plus petite. Exactement. S'il y avait deux soleils qui éclairent, lui aussi il serait éclairé par deux soleils. Il y aurait un terminateur ici et peut-être un autre terminateur là. Est-ce qu'on voit les deux terminateurs? Non. Donc il n'y a qu'un seul soleil qui éclaire, donc ceci n'est pas l'ombre de cela. Mais est-ce que tu as compris déjà le raisonnement? Tu as vu comme on a fait? On s'est dit, ah, ça serait pas mal. Peut-être c'est l'ombre du petit satellite. Alors, si c'est l'ombre du petit satellite, j'en tire une conclusion, c'est que la source de lumière, elle est dans cette direction. Ah, mais il y en a une autre direction. Ah ben c'est possible, il peut y avoir deux soleils. Pas de problème, il y a effectivement deux soleils, tout va bien. Mais s'il y a deux soleils, il y a deux ombres aussi dans l'autre. J'en vois qu'une, donc il n'y a pas de soleil, donc c'est pas l'ombre. T'as compris le raisonnement? Si on a d'abord une idée, et cette idée, on en tire des conclusions, et ces conclusions, on regarde, on dit, ah, c'est là. Très bien, tu t'es bien débrouillé, 20 sur 20. Si c'est pas là, alors on se dit, là, il y a un problème. Tu t'es trompé quelque part avant. Tu comprends le coup? C'est par cohérence interne. Ça, c'est un point d'argumentation extrêmement important en physique, en sciences en général. C'est par argumentation interne, par cohérence interne qu'on vérifie si on ne s'est pas trompé. C'est pas parce que la bonne réponse, le professeur dit que c'est la bonne réponse.
Pour vous, ça va être beaucoup ça, évidemment. Mais on peut vérifier si on ne se trompe pas en vérifiant si on est cohérent dans ce qu'on raconte. Et là, ça ne peut pas être cohérent. Ça peut pas être l'ombre de ça, sinon il y aurait une deuxième source de lumière. Je ne vois pas la deuxième ombre ici, le deuxième terminateur, donc s'il n'y a pas de deuxième source de lumière. Alors du coup, et là tu as parfaitement raison, tu dis bon bah alors du coup c'est quoi? C'est quoi alors? Un autre satellite, mais il est où le satellite? En dehors de l'image. En dehors de l'image. Oh, Ça vous paraît pas bizarre ça? Vous êtes en train d'expliquer un truc, vous voyez ce truc là, on le voit, cette ombre là, on la voit. Et vous expliquez quelque chose qu'on voit par un truc invisible. Ça vous paraît pas bizarre? Du genre, il y a un truc qui tombe, par exemple, je laisse tomber ça par terre, ça se casse, je dis « Ah, monsieur Dolé, excusez-moi, c'est un fantôme qui a fait tomber ça, c'est pas moi. » Bah oui, c'est un fantôme, je suis pour rien, moi, c'est un fantôme. Pourquoi pas? On a le droit de dire ça, mais si on fait des sciences, ça s'arrête pas là. On a le droit de dire ça, science ou pas science. Mais si on veut faire des sciences, alors on doit tirer des conséquences du fait qu'il y a peut-être un fantôme et dire oh ben, je vais vérifier si en laissant des objets, ils finissent par tomber tout seuls. Je vais essayer de faire des mesures avec un appareil, quelque chose, pour voir, pour détecter ce fantôme. Et si je détecte rien, si je ne vois rien, alors l'hypothèse du fantôme, on s'en passe. Et en science, on peut invoquer des causes invisibles pour justifier du visible. Mais il faut chercher les causes. Alors là, évidemment, le problème, c'est que le satellite invisible ici, la caméra ne tourne pas, on ne peut pas le voir. Et je vais vous montrer une autre image, regardez. Là, c'est la planète Jupiter, la vraie planète Jupiter, avec des vrais satellites. J'espère que ça va boucler, voilà, ça boucle. Regardez ici, il y a le satellite Io. Ici, il y a l'ombre de Io. Il y a une autre ombre ici, qui est l'ombre de celui-ci, de ce satellite-là, Ganymède. Et il y a une troisième ombre. Et au début, quand on voit la troisième ombre, elle est toute seule. Et c'est l'ombre de quoi? D'un satellite qu'on ne voit pas. Et là, on a attendu un peu, regardez, le satellite, il apparaît ici. Donc cette ombre-ci, au début, on ne voit pas qui la cause. Ce satellite, il a cette ombre. Io, il a l'ombre qui est là-bas. Et celui-ci, il a l'ombre. C'est l'ombre d'un satellite qu'on ne voit pas au début, mais là, on a pu filmer tout l'événement. Et du coup, on a vu le satellite arriver. Donc il y a des situations, c'est arrivé en physique, par exemple, c'est au XVIIIe siècle, les petites irrégularités du mouvement de la planète Uranus, on les a expliquées en se disant « Ah, la planète Uranus, elle ne vérifie pas exactement les lois de la gravitation de Newton. » Et on a imaginé, en droit Urbain Le Verrier, un astronome français, a imaginé qu'il existait une 8e planète qu'on ne connaissait pas encore au-delà d'Uranus. Et cette planète a été découverte. Et c'est la planète Neptune. Donc on a pu, pour une fois, expliquer des choses invisibles, d'une chose visible. Le mouvement d'Uranus n'était pas exactement comme on s'y attendait, par un truc invisible, qui s'est avéré être visible ensuite, qu'on a découvert plus tard, qui est la planète Neptune. Bon, je vous ai complètement épuisé, là j'ai l'impression. Je voulais vous montrer deux choses. Juste maintenant, pour le plaisir des yeux, Spider-Man, comment est-ce qu'il peut grimper au mur comme ça en collant tout ça? Non, c'est pas des ventouses. Alors si vous n'êtes pas épuisé, on peut refaire toute la discussion. Sinon, eh ben les araignées, elles ont une petite colle sous les pattes. Non, parce que si elles ont une petite colle, ils resteraient collés sur le mur, ou alors ils tomberaient parce que la colle ne serait pas assez forte. L'araignée, elle n'est pas grosse. L'araignée n'est pas très grosse, ça peut marcher. Non, ce qui marche, c'est les animaux plus gros qui marchent sur les murs. Les geckos. Les geckos, ils marchent sur les murs et ils font 200 grammes, les geckos. Et ils marchent sur les murs sans colle. Ils mettent leurs pattes sur le mur et le mur reste collé sur le mur. Il n'a pas des arêtes. Il a sous ses pattes, il y a des lamelles avec des très fins poils. Là, il y a marqué 10 millionièmes de mètre. Le diamètre d'un cheveu, c'est 5 fois cette longueur. Ça, c'est 1/5 du diamètre des cheveux. Il y a des micro-poils dans ces petites lamelles sous les pattes. Et en fait, au bout de ces micro-poils ici, on voit ces choses-là qui font quelques milliardièmes de mètres de taille. Et ça lui permet de, quand il pose sa patte sur un mur, de rester collé sur le mur. Dis-moi, jeune homme. Il y a... C'est pour ça que je vous montre cet exemple-là. Regardez ça. Ah non, c'est pas là qu'il faut que je fasse. On sait faire, donc sous le gecko, vous avez vu, il y a un petit système spécial de très 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 fins petites poils qui se collent spontanément au mur. Pratiquement, que c'est du mur en pierre, du mur en bois, du mur en béton, du mur en ce qu'on veut, il se colle.
il arrive et à se décoller, évidemment. C'est pas tout se coller, il faut pouvoir se décoller. On sait faire ces structures maintenant de façon synthétique. Et regardez ce qu'on a pu faire. Je vous montre ça. C'était marrant de montrer la petite vidéo. Donc là, ils vont parler des geckos. Voilà un petit gecko avec ses petites pattes qui montent sur les murs, sur les plafonds. Il peut marcher sur le plafond comme ça. Voilà les pattes de gecko avec les petites lamelles, on les voit. Donc il y a plein de formes de pattes de gecko. Et on a été capable de synthétiser, voilà comment ça se passe, ils ont des petites griffes, les petites pattes de gecko, voilà les micro-poils qu'on voit sur les pattes de gecko, vu au microscope électronique, donc ça grossit là peut-être 100 000 fois pour voir ça, ou entre 10 et 100 000 fois. Voilà les poils du gecko, les poils sous ces petites pattes, les micro-poils, bien. Et ensuite, on était capable de faire ça de façon synthétique et de le mettre sur les pattes d'un robot, d'un petit robot gecko. Alors voilà encore les pattes, bon, il raconte des trucs. Vous allez voir également. Alors, on y arrive. Ah, encore un gecko. Bon, il parle, vous n'entendez pas, mais il parle. Là, les geckos qui montent sur des tas de trucs, blablabla. Et c'est pas de la colle. Hein, c'est pas de la colle. Alors voilà, le robot, il est là. Et les petites pattes, vous voyez les trucs verts, là, voilà, ces trucs verts qui sont là, il y a une paroi vitrée, c'est du verre là qui est derrière. Cette chose-là qui est verte, cette matière verte, c'est la même matière que celle qui est sous le gecko. Enfin, elle ressemble à celle du gecko, mais c'est une matière synthétique qu'on a fabriquée exprès. Et ce robot gecko, il est accroché à la paroi vitrée. Regardez là, il est accroché à la paroi. Il peut marcher, il peut se dandiner, il peut activer ses petites pattes. Voilà un projet pour l'année prochaine, hein, je lance ça comme idée. Et on le met sur le verre, regardez, lui il grimpe tranquillement. Il reste collé, il ne tombe pas. Il reste accroché au verre. D'accord? Comme le gecko, exactement comme ferait le gecko. Donc on sait faire des choses comme les geckos, et peut-être que Spider-Man, il a ça. C'est plutôt qu'un homme araignée, on va plutôt dire un homme gecko. Hein. Là, c'est pas tellement de la science-fiction, là c'est réel, c'est un vrai robot qui fonctionne. Bon, Spider-Man, évidemment, c'est autre chose, c'est une araignée radioactive, hein, c'est autre chose dans Spider-Man. Mais si on voulait imaginer faire quelque chose comme Spider-Man, on pourrait peut-être le faire avec des gants, peut-être spéciaux, ou une combinaison spéciale qui serait couverte de cette structure en tout petit poil, très fin. Dis-moi. Attends, j'entends pas. Oui, dans le film, on voit comme c'est des petits crampons. C'est pas assez. Les petits crampons ne seraient pas suffisants. Parce qu'il déchirerait sa peau et ça serait avec son... Comme il pèse, Superman, Spider-Man, il pèse, je sais pas combien, 100 kg, 110 kg. Les petits crampons, ils déchireraient sa peau. Donc il vaut mieux que ce soit un truc où il met sa main et que ça reste collé. Puis après, il peut le relever s'il veut. D'accord? Donc ça serait beaucoup plus pratique, c'était un homme gecko. Enfin, plus pratique. On peut le comprendre, c'est un homme gecko plutôt qu'un homme... araignée, excusez-moi. Je suis fatigué. Bon, ben comme je suis fatigué aussi, on va arrêter là. Si vous avez des questions, si vous êtes là, j'ai pas de conclusion, on peut discuter de ce que vous voulez, de sciences auxquelles je peux répondre. Merci de votre attention et de votre participation. Jeune homme, la question, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être biologiste? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être biologiste, théoricien? Alors, je suis astrophysicien. Astrophysicien. Alors moi, qu'est-ce qui m'a donné envie? Écoute, la réponse n'est pas facile. Enfin, pas facile. Plus exactement, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que depuis que j'ai 8 ans, je veux faire de l'astronomie. Et j'ai tellement emmerdé mes parents pour qu'ils m'achètent une lunette astronomique qu'ils m'en ont acheté une l'été de mes 9 ans. Et depuis que j'ai 9 ans, je fais de l'astronomie d'amateur avec une petite lunette où j'observe le ciel. Donc je ne peux pas te dire, ça fait très longtemps que je veux faire de l'astronomie. Astronomie qui observe les étoiles, les planètes, la Lune. Et puis après, j'ai fait des études scientifiques. Et puis finalement, j'ai pu être astrophysicien, ce qui n'était pas... Parce qu'on s'intéresse à un truc, on peut s'intéresser quand beaucoup au football et tout le monde n'est pas idéal, quoi. Donc ça dépend, il faut s'intéresser d'abord à la chose, après il faut travailler, après il faut être des fois dans la bonne situation, il faut avoir un petit peu la petite chance à un moment donné, et puis éventuellement tu finis par faire la chose que tu espérais faire depuis que tu étais tout petit. Mais moi c'est depuis tout petit que je veux travailler dans les étoiles, si je veux dire, travailler dans l'astronomie. Donc je ne sais pas d'où ça vient, depuis tout petit. Mademoiselle? Pourquoi vous vouliez faire de l'astronomie, en particulier? Eh bien, je sais pas. Ça m'attire. Non. Ce que je peux te dire, non, je ne sais pas plus. Non, mais ce que je peux invoquer, c'est quand même comme... Est-ce que vous avez déjà regardé le ciel la nuit? Oui. Faites-le. Bon, ici, vous êtes à Perpignan. Dans Perpignan, bon,
il y a des lumières parasites, il y a la lumière des villes et tout ça. Mais assez vite, on peut être sorti de Perpignan. Bon, évidemment, pas à pied, pas en vélo, puis il faut que les parents soient d'accord, bref. Si vous avez l'occasion de pouvoir observer le ciel, là, pas très loin, en allant vers les Pyrénées, hein, vous prenez la route vers les Pyrénées, vous allez, moi j'ai passé pas mal d'années de vacances là, à Île-sur-Tête, puis au-delà, dans Cerdagne, vous allez en Cerdagne. Donc c'est un peu plus loin. Vous allez arrêter à Île-sur-Tête déjà, il y a quoi? Il y a 50 km d'ici. Et déjà Île-sur-Tête, c'est déjà plus petit, les pollutions lumineuses d'Île-sur-Tête, c'est moins intense. Et vous allez dans la campagne autour d'Île-sur-Tête, et vous regardez le ciel. Et là, vous allez voir, ah, c'est pas comme... Alors vous verrez Perpignan dans le lointain avec une catastrophe de lumière parasite. Vous comprenez pourquoi de Perpignan, vous voyez absolument pas le ciel correctement, à cause de toutes ces lumières des villes la nuit. Mais dès que vous vous éloignez un peu, le ciel est magnifique. Et si vous le faites dans un désert ou au sommet d'une montagne, essayez un jour de vous retrouver au sommet du Canigou la nuit. Alors là, vous allez tomber raide devant le ciel que vous allez voir. Très peu de lumière parasite, vous allez voir, alors que dans Perpignan, on doit peut-être voir 50 étoiles à l'œil nu, plus la lune, quand elle est là. Du sommet du Canigou, on doit voir peut-être 2500 étoiles à l'œil nu. Et moi, j'ai un souvenir très précis, quand j'avais 8-9 ans, d'avoir vu un ciel comme ça, où tu vois, mais des étoiles, tu ne crois pas tes yeux. Il y en a, tu n'en as jamais vu autant. Et il y en a des milliers, enfin plein. Donc ça m'a touché, c'est une sorte d'émotion très forte que j'ai eue à 8-9 ans en voyant un ciel nocturne avec, c'était dans l'Aveyron. L'Aveyron, quand j'étais petit, je peux te dire, il n'y avait personne et pas de lumière parasite en particulier. Donc dans des endroits, si tu as la possibilité de faire ça, tu verras un ciel spectaculaire, il faut le faire la nuit, quoi. Il faut attendre que le soleil soit bien couché. Typiquement, là où les parents vous autorisent à vous coucher tard la nuit, c'est pas pendant les périodes scolaires. C'est pendant les vacances d'été par exemple. Mais le soleil se couche à 22h, 22h30 en été, donc il faut que tu sois couché, tu attends 1h du matin. Tu restes 20 minutes dehors, 1h du matin pour que le soleil soit bien en dessous de l'horizon. Et puis tu restes 20 minutes dehors d'abord pour que tes yeux s'habituent bien, tu vas voir, il ne faut pas qu'il y ait nuages évidemment. Et là, tu sors un peu de Perpignan, pas dans Perpignan, mais en vacances, dans un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse, pas dans une ville, dans un endroit où il y a vraiment le moins de lumière possible. Et là, le ciel, c'est très très beau, c'est un très beau spectacle. Qu'est-ce que vous trouvez le plus passionnant dans votre métier? Mon métier. Non, l'ensemble de mon métier est passionnant parce que quoi? Parce que j'aime le faire en fait, mais ça c'est pas propre à la science que je fais, c'est parce que j'ai pu faire un métier qui me passionne. Donc je pense que toute personne qui fait un métier qui l'intéresse, que ce soit de la plomberie, que ça soit de l'astrophysique, ou que ça soit du commerce, ou de n'importe quoi, si tu es passionné par ton métier, si ça t'intéresse, si tu as envie de le faire, tu as envie d'apprendre sur ton métier, tu as envie de t'améliorer, tu as envie de comprendre des choses sur ton métier sera passionnant. Donc il faut essayer de trouver, c'est toute la difficulté que vous aurez vous, à trouver un métier, vous aurez envie de le faire, vous serez intéressé par le faire, vous aurez envie d'en apprendre plus et de vous améliorer dans votre métier. Et bien moi je peux faire tout ça dans le mien et donc c'est pour ça que j'arrive à me lever tous les matins sans être déprimé d'aller bosser. Mais c'est pas propre à l'astrophysique. Pourquoi les films de science-fiction? Est-ce que c'est un élément de base dans votre métier? Pas du tout. Alors là, du coup, pas du tout dans mon métier. Il y a plein de gens de scientifiques qui même considèrent que la science-fiction, c'est un peu, pas terrible, parce que la science-fiction, la science qu'on montre dans la science-fiction, en général, elle est mal présentée. Le sabre laser, ça marche pas, les vaisseaux interstellaires, ça marche pas, les robots qui parlent, ça marche pas. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent pas dans la science-fiction. Donc, la science-fiction, on n'en a pas besoin. Moi, la science-fiction, ça m'intéresse comme littérature. Pareil, à peu près à vos âges, quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à lire de la science-fiction. C'est une littérature qui m'a beaucoup intéressé, dont j'en ai lu tout le temps, j'en lis depuis que j'ai 12-13 ans, donc ça fait des années que je lis de la science-fiction. Et comme moi, la science m'intéresse aussi, et que j'aime beaucoup la science-fiction, et comme j'avais aussi envie de partager ce que j'ai appris en science, je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen d'utiliser la science-fiction. Donc c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas de raison particulière à part le fait que j'aime la science-fiction. Alors, je n'avais une question, vas-y. Vous avez combien d'années d'expérience? Alors, moi, j'ai tenu... Alors, je vais donner ça avec les études. Moi, j'ai passé le bac. Après, j'ai fait 8 années d'études après le bac pour avoir ce qu'on appelle une thèse de physique. Et j'ai été embauché au CEA. Moi, je travaille au commissariat à l'énergie atomique. J'ai été embauché en 1992. Donc, je vais faire la soustraction.
Ça fait beaucoup d'années, plus de 20 ans que je travaille au CEA. Voilà. 23 ans environ. Exactement. Bon. Merci à tous. Je voulais tout d'abord dire un grand merci à Monsieur Le Houcq qui a apporté l'ambition et le rêve qu'on souhaitait pour nos élèves aujourd'hui. Donc un grand merci encore pour votre venue. C'était une journée passionnante. Merci aux enfants pour ce qu'ils nous ont présenté ce matin parce que c'était quand même de grande qualité. Je suis très fière de vous. Merci aux professeurs, parce que autant Monsieur Vimenet, Monsieur Dolé, Monsieur Daïdé, Madame Verbeck, qui les ont accompagnés tout au long de cette année et qui, pour le rendu que nous avons eu aujourd'hui, c'est quand même là aussi de très grande qualité. Merci au cast, à Monsieur Chémol et à Madame Ducourant, parce qu'ils ont été aussi les chevilles ouvrières, sans quoi cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc un grand merci à tous et un bon retour à Monsieur Le Houcq. Encore merci à vous. Merci à vous. L'action est le premier pas vers le succès, c'est ce que disait Picasso. J'espère que les actions que vous avez menées cette année et puis le rêve que nous a apporté Monsieur Le Houcq, sa passion pour son métier, vont vous ouvrir un avenir professionnel vers des métiers scientifiques. C'est ce que je souhaite le plus. Voilà. Merci à tous.